Bien bonjour, Midi Keng au micro Khalifa Diakhaté, Radio. Voici les titres du journal. Risque de confrontation entre forces de l'ordre et jeunesse de l'opposition. La marche des jeunes militants n'est pas autorisée, quand bien même elle est maintenue. L'itinéraire est la pomme de discorde. Disparition récurrente des pêcheurs en mer. Le ministre de tutelle sur la sellette, le ministre Omar Gueye, refuserait de suivre les recommandations des techniciens pour mettre fin à la série de drames. Le shutdown aux États-Unis, les Sénégalais employés de l'administration américaine au niveau local, quelque peu épargnés à Dakar. Des dispositions ont été prises pour les mettre à l'abri des éclaboussures de cette crise. Une décennie que Mamadou Dia nous a quittés. Le président du Conseil d'alors continue à marquer les esprits. Nous dépoussiérons son parcours dans cette édition. RDC, Joseph Kabila devant la justice pour ses nombreux crimes. C'est le souhait des organisations congolaises de défense des droits de l'homme. La chronique du vendredi, Mamoudou Ibra Kane emprunte le pont Sénégambie qui le mène sur le front du combat contre la pauvreté. Au micro, Khalifa Diakhaté, mise en onde Aliou Diassé, réalisation Mohamedou Kandi, bienvenue. La marche des jeunes du C25 pourrait dégénérer cet après-midi. Les jeunes, en effet, de l'opposition maintiennent d'ici leur manifestation, quoi qu'il leur en coûte. En face, le préfet de Dakar brandit une interdiction, du moins sur l'itinéraire. À l'heure actuelle, il est face à la presse. Nous aurons sans doute avant la fin de cette édition Aïssata Ndiaye, notre reporter sur place. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Disparition de pêcheurs tel un serpent de mer. Un ingénieur des pêches et agent du ministère de tutelle incrimine son chef de département. Mamadou Lamine Diop indique que Oumar Gueye refuse de se mettre à l'écoute de ses techniciens pour vaincre le phénomène. Mamadou Lamine Diop avec Momar Alice Nyang. Le secteur de la pêche est très mal géré. Et ce qui est à l'origine de tous ces problèmes qu'est en train de connaître aussi bien les pêcheurs que les employés. Vous entendez tout le temps aujourd'hui, que ce soit les quais de débarquement, que ce soit le marché de Thiaroye, partout il y a les populations qui grognent parce que le secteur de la pêche est très mal géré. Et pour preuve, essayez de faire une enquête et essayez de voir qui sont au niveau du cabinet du ministre. Le cabinet ministériel est composé de qui? Il n'y a pas de technicien. Mais est-ce que vous auriez des solutions concrètes à proposer par rapport à ces disparitions de pêcheurs en mer? Il y a actuellement un projet test de géolocalisation des pirogues. En fait, dans ce projet, il s'agit d'installer au niveau de ces pirogues des appareils qui nous permettent de les suivre partout où ils sont dans le monde. C'est possible et c'est faisable et c'est testé et ça a donné des résultats 100% positifs. Je souligne que la cellule de communication du ministère a été contactée par la rédaction de e-Radio, mais ne souhaite pas, pour l'heure en tout cas, réagir à cette accusation. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture veut la tête du ministre de la Pêche. Il accuse Omar Gueye de gestion nébuleuse. Les syndicalistes menacent d'aller en grève à partir de lundi. Oumar Dramé est membre de l'intersyndicale. Il est au micro e-Radio de Aminata Ndong. Le ministre emploie donc les gens qui sont de sa... Nous ne pouvons pas comprendre ça. Il amène, n'est-ce pas, ses beaux-frères, des gens vraiment qui lui sont proches, alors que c'est des gens qui ne comprennent rien du secteur de la pêche. Ça, vraiment, nous interpellons le chef de l'État, n'est-ce pas, qu'il démet le ministre de ses fonctions. Parce que c'est quelqu'un qui est là vraiment, qui n'essaie pas de faire en sorte pour que ce secteur aussi sensible puisse vraiment donc aller en avant. Parce que vraiment, il ne se soucie pas, n'est-ce pas, du secteur de la pêche. C'est la politique qui l'anime. Et qu'un secteur aussi sensible, franchement parlé, nous voulons son départ immédiat et imminent. L'administration américaine frappée par le shutdown au niveau local. Il faut souligner que les Sénégalais qui travaillent pour les services américains ne sont pas tant éclaboussés par ce shutdown, par ce phénomène. En effet, une alternative a été trouvée sur place pour les épargner. Oumou Kalsoumba pour les détails.
Le personnel sénégalais travaillant pour l'administration américaine peu touché par le shutdown ou mise à l'arrêt d'un gouvernement fédéral privé de salaire, d'après Ousmane Sène du WARC. J'ai parlé à l'un d'entre eux il y a quelques jours. Même s'ils subissent le shutdown du fait qu'ils ne peuvent plus conduire peut-être leurs activités, je crois qu'il y aurait des arrangements avec quand même l'administration sénégalaise pour que ces Sénégalais ne soient pas victimes comme les Américains qui, dès qu'il y a le shutdown, sont soit obligés de rester à la maison ou alors de travailler sans être payés. Je crois que dans le cas des ambassades, il y a des arrangements qui sont faits avec le personnel local pour que ces gens-là puissent quand même se retrouver avec quelque chose. Déclenché le 22 décembre 2018, le shutdown dure depuis un mois. Conséquence, 806 300 fonctionnaires fédéraux américains privés de salaire. Il y a une catégorie de personnel qui reste en place. Le shutdown n'affecte que les services qui sont supposés être non indispensables. Donc cela veut dire que certainement, il y a des catégories de personnel local au niveau de l'ambassade qui continueront à travailler et d'autres devront attendre que le problème se règle. En 2015, les États-Unis ont connu sous Bill Clinton un shutdown qui a duré 3 semaines. Celui sous l'administration Trump est le plus long avec une durée de 30 jours. À quand la fin du shutdown? La balle est dans le camp du président Trump et des élus démocrates, mais il y a une condition. Il faut un consensus autour de la budgétisation du fameux mur anti-migrants. Démarrage aujourd'hui de la foire internationale de Kaolack, mais les habitants du Saloum sont sceptiques, ce à cause du timing, justement, période mal choisie à la veille de la présidentielle de 2019. Ousmane Dem. La foire internationale de Kaolack est à sa 4e édition. Elle a pour ambition d'accompagner l'évolution économique de la région de Kaolack. Sous couvert de l'anonymat, cet homme, la trentaine sonnée, soutient le contraire. Parce que déjà, on sent trop l'image du président dans l'organisation et la chambre de commerce. On pense même que c'est la chambre de commerce à chaque fois qui organise. Alors que l'idée est venue d'accord des 2 chambres consulaires d'organiser une foire internationale de Kaolack et d'impliquer en fait tous les acteurs économiques locaux qui sont au niveau donc de la région de Kaolack et de permettre à ces opérateurs économiques-là de pouvoir vendre leurs produits. Même son de cloche chez son compatriote qui estime que cette foire a perdu tout son sens. Mais ce qui le dérange le plus, c'est sa tenue en cette période où tous les regards sont rivés sur la présidentielle du 24 février prochain. La présidentielle, c'est pas une petite élection, c'est une grande élection. C'est une élection d'envergure nationale où le Sénégal choisit celui qui doit diriger ses destinées pendant les 5 prochaines années. Donc, choisir la foire pendant cette période, c'est pas préparé et on n'a pas recueilli tout simplement ce qu'en pensaient les Kaolackois. Sinon, il allait demander à ce que la foire soit reportée jusqu'après les élections. Cette foire ne doit pas être la propriété d'une seule personne, a-t-il soutenu. Le fait qu'il colle la foire à son agenda politique ou bien son agenda tout simplement d'activité, c'est pas bien. Qu'il laisse les activités se dérouler pendant les périodes les plus propices. Selon ces Kaolackois, tout le monde doit se retrouver dans l'organisation et le déroulement de cette foire. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio. Je vais en parler en début de journal. Ce risque que cette manifestation des jeunes du C25 dégénère à cause de l'interdiction de cette manifestation. Le préfet l'aurait interdit parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre les 2 parties au sujet de l'itinéraire. Plus de détails, le préfet de Dakar dans un instant avec nous en ligne. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de l'interdiction que vous brandissez face à cette déclaration de manifestation des jeunes du C25? Je confirme effectivement l'interdiction. Mais je dois avouer que c'est de guerre-là peut-être qu'on en est arrivé là. Parce que lorsque la déclaration a été faite, après instruction, j'ai cherché à trouver des places de convergence. Pour des raisons simples. Vous savez que donc j'ai effectivement donc pris cette interdiction après avoir vraiment cherché à trouver des places de convergence. Parce que la marche devait démarrer par le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop, prendre comme itinéraire avenue Cheikh Anta Diop, l'avenue Blaise Diagne, le rond-point Poste Médina et l'avenue El Hadji Malick Sy, pour terminer sur le rond-point RTS. Cet itinéraire-là portait véritablement les germes de troubles à l'ordre public. Pour le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop, il est évident que c'est un point où souvent nous avons des problèmes d'ordre public. J'ai fait plusieurs propositions d'itinéraire parce que cet itinéraire-là passe par
l'hôpital Abass Ndao, ça passe par Tilène, ça passe par IHS, et également l'avenue El Hadj Malick Sy qui fait l'objet d'une interdiction avec l'arrêté 75-80. Il se trouve que malheureusement, malgré toutes mes propositions, les gens se sont arc-boutés sur leur position d'origine. Et c'est de guerre là, vraiment, comme je dis, que j'ai pris cette interdiction. Mais j'insiste sur le fait que les déclarants, à savoir les sirs Pathé Mbeng, Seydina Issa Laye Samb et Saliou Sène, ont accepté cette position, cette mesure, et se sont vraiment engagés à faire respecter, en tout cas eux qui sont les principaux déclarants, à respecter cette décision d'interdiction. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a une mésentente entre les déclarants? Non, je n'irai pas jusque là, parce que vous savez que une marche fait l'objet d'une déclaration par des intéressés, mais pas par un groupe. C'est les intéressés qui sont les interlocuteurs de l'autorité administrative, et ces intéressés-là, effectivement, avec qui j'ai eu des discussions, ont accepté, compte tenu du fait que peut-être derrière il y avait un groupe qui ne pouvait pas convaincre pour changer l'itinéraire, mais en tout cas, ces intéressés-là ont accepté la mesure, et je lance un appel que cette mesure-là fera l'objet d'un respect. Donc on peut retenir, Monsieur le Préfet, que toute autre manifestation en dehors de cet itinéraire pourrait être réprimée? Non, il n'y a pas de répression. Vous savez, moi, je suis plus dans une dynamique consensuelle. On lance un appel parce que nous sommes dans un pays de droit. La répression n'est pas de mise dans ce Sénégal-là. Je considère tout simplement que lorsqu'une manifestation est déclarée dans les règles, l'instruction a été faite, l'autorité qui gère l'ordre public a pris une décision. Vraiment, en tant que républicain, tout le monde doit pouvoir tout simplement s'y conformer. Et j'ouvre mes portes, je me mets dans les dispositions pour, en tout état de cause, accompagner tous les Sénégalais pour qu'on puisse respecter véritablement les lois et règlements qui régissent ce pays-là. Je parle précisément de maintien de l'ordre. Quels sont les risques s'il y a cet après-midi une manifestation en dehors de cet itinéraire? Non, il n'y a pas de risque particulier. Le pays est aujourd'hui, les forces de l'ordre sont là en alerte comme d'habitude. Il n'y a pas une situation exceptionnelle. En tout cas, moi, je considère tout simplement qu'on doit tout faire quand même pour respecter les lois et règlements. Il n'y a rien de particulier. Il ne faut pas qu'on puisse... moi, j'insiste surtout sur le fait que je lance un appel pour permettre à tout un chacun de venir manifester dans les règles établies. Et je crois que si on avait trouvé des plaques de convergence, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et les déclarants étaient quand même dans ces discussions-là. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Le préfet de Dakar, donc, en direct dans cette édition du Midi Keng en exclusivité. En effet, il doit rencontrer la presse dans quelques minutes. La suite de cette édition à 12h13. L'info en continu sur www.imedia.sn. Relance du tourisme en Casamance. L'espoir renaît avec le pont de Farefenni. Par ailleurs, des incidences positives sont attendues sur les transports aériens et maritimes. Reportage de Osama Monique Sagna. Pour le président du syndicat d'initiative de tourisme en Casamance, le pont de Farefenni va participer à la relance du tourisme en Casamance. Cette infrastructure aura un impact réel sur le secteur. Augustin Diatta est le président du syndicat d'initiative et de tourisme en Casamance. L'impact est très important parce que dans la mesure où le pont de Farefenni posait un blocage pour les circuits qui venaient en Casamance. Aujourd'hui, le pont de Farefenni, sur le plan touristique, est un atout capital. C'est vraiment quelque chose de bien. Les professionnels, les acteurs du tourisme, nous sommes très contents de ça. Ça nous permettra de faire venir les clients de Kaolack, de Saly, de Dakar, de Saint-Louis, et aussi le tourisme local. Les Sénégalais vont pouvoir bien découvrir le pays. Et Augustin Diatta d'ajouter qu'avec le pont de Farefenni, les prix d'avion et des bateaux vont connaître une baisse. Ça impacte déjà sur les billets d'avion. Parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas prendre la route parce qu'on ne sait pas comment traverser. Et aujourd'hui, le pont est opérationnel. Les billets d'avion ont chuté. Ça a chuté. Et aujourd'hui, avec 45 000 ou 42 000 francs, tu peux avoir un aller simple. Contrairement avant, en 70-75. Un billet qui coûtait 125 000 à 130 000, aujourd'hui, on peut l'avoir à 66-65. Donc ça, c'est déjà très bien. Et aussi, le bateau, je pense qu'ils vont le voir. Parce que les gens vraiment, ils ont la route. Et voilà, on peut bouger à tout moment. Une fois effective, cette baisse des prix d'avions et de bateaux permettra au tourisme de se développer davantage dans cette partie sud du pays.
12h15, la 39e édition de la ziara annuelle de la famille omarienne célébrée à partir de ce vendredi à la grande mosquée de Cheikh Oumar Foutiyou. L'événement religieux marque les liens historiques entre Tivaouane et les héritiers de ce grand érudit. Il est prévu lors de la cérémonie officielle d'aujourd'hui, donc, une importante annonce sur le projet de reconstruction de la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou. Vous aurez le journal de la ziara annuelle 2019 après l'édition du Midi Keng qui sera suivie tout juste après de 19 avec Migui Maramdia et l'international tout de suite. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alpha Khan, RDC, bonjour d'abord. Bonjour Khalifa. Emballé. Alors, Joseph Kabila pourrait ne pas passer une retraite paisible. Tout à fait. Le désormais ex-président de la République démocratique du Congo pourrait être amené à répondre pour les forfaits qu'il aurait commis lors de sa présidence. La RDC a vécu ce jeudi un moment historique. Le plus grand pays d'Afrique subsaharienne a enfin connu sa première alternance démocratique avec à la clé le départ du président Joseph Kabila qui a passé le relais à Félix Tshisekedi. Grand artisan de ce changement pacifique de régime, lutte pour le changement, Lucha, n'entend pas s'arrêter là. Pour le mouvement citoyen, il est désormais temps que l'ex-président Joseph Kabila paye pour ses crimes de sang et crimes économiques. La Lucha a longtemps décrié la mainmise du clan Kabila sur l'économie du pays, ainsi que la répression dans le sang des manifestations pacifiques qui ont marqué les marches pour une transition démocratique. Dès lors, le mouvement citoyen entend veiller à ce que les sacrifices et la mémoire de tous les martyrs de la démocratie congolaise soient reconnus et honorés, et veiller en amont à la régularité et la fiabilité de futures élections. Quoi qu'il en soit, l'échiquier politique tel qu'il se dessine actuellement en République démocratique du Congo risque de donner un peu de marge de manœuvre à tous ceux qui espèrent faire payer Joseph Kabila pour sa gouvernance. Non seulement l'ancien camp présidentiel conserve une majorité à l'Assemblée nationale, mais en plus, une thèse persistante laisse penser qu'un accord a été passé entre le nouveau président Félix Tshisekedi et son prédécesseur pour un partage du pouvoir. Burkina Faso, le Burkina a un nouveau gouvernement, 32 membres. Le Premier ministre Christophe Dabiré a dévoilé hier son nouveau gouvernement de 32 membres, donc marqué par le remplacement des ministres de la Défense et de la Sécurité dans un contexte de menace sécuritaire. Le précédent gouvernement, dirigé par Paul Kabatieba, avait démissionné vendredi dernier et le président Roch-Marc Christian Kaboré, souhaitant donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, a donc nommé Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. Figure de la société civile, Chérif Sy a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il avait dirigé jusque-là le Conseil national de la transition, l'Assemblée intérimaire mise en place après l'insurrection populaire ayant entraîné la chute du président Blaise Compaoré fin 2014. Ousseini Compaoré remplace Clément Savadogo au ministère de la Sécurité, tandis que Lassana Kaboré succède à Rosine Koulibaly au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Et au Togo, par contre, le Premier ministre a été reconduit. C'est l'homme Komi Klassou qui avait démissionné de son poste de Premier ministre du Togo le 4 janvier à la suite des législatives. Il a été reconduit par le président Faure Gnassingbé pour diriger un nouveau gouvernement selon un décret lu jeudi soir à la télévision nationale. Selom Komi Klassou avait remis sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé qui l'a accepté et l'a ensuite chargé d'expédier les affaires courantes. Il occupe ce poste depuis juin 2015. La liste du nouveau gouvernement a été publiée. Une équipe de 22 membres contre 27 dans l'ancien cabinet. Et puis Congo-Brazzaville, d'importants dégâts environnementaux dans le nord, les Chinois indexés. Tout à fait. Au Congo-Brazzaville, donc, une société chinoise exploitant l'or dans une région du nord du pays a été mise en demeure à cause d'importants ravages environnementaux imputables à son activité minière. De vastes étendues de forêt détruites par le truchement des terrassements, des eaux à la couleur inhabituelle, des habitants des villages situés dans le district de Kélé, à près de 700 km au nord de Brazzaville, sont au bord d'une catastrophe écologique sans précédent. L'entreprise chinoise en question s'appelle Agile Congo. Elle exploite sans certificat de conformité et tout porte à croire que l'entreprise échappe au contrôle de l'État. Du coup, le Congo n'a encore reçu aucune recette inhérente à cette activité aurifère. La ministre de l'Environnement, Arlette Soudan Nono, a pourtant mis en demeure cette entreprise chinoise conformément à l'article 45 de la loi d'avril 1991 portant protection de l'environnement. La ministre préconise des mesures comme la restauration du site et l'audit environnemental. Des ONG pourraient exiger des réparations ou dédommagements pour ces dégâts. Merci Bokar Alpha Khan. Tout de suite, place à Célina Abagay pour la page des sports. Le journal des sports de e-Radio. Célina, bonjour. Bonjour Khalifa. Pour l'Afrique Under 20,
U20. Des moins de 20 ans. Les Lionceaux, sur une bonne dynamique, a eu une semaine seulement de l'ouverture de la CAN. Effectivement, Khalifa Diakhaté, les joueurs du coach Youssoupha Dabo ont eu une année 2018 presque parfaite. En 15 matchs, ils n'ont subi qu'un seul revers et c'était face au Mali. Le Mali que les Lionceaux vont justement retrouver pour leur premier match à cette CAN U20. Une CAN que l'équipe des moins de 20 ans va aborder avec une confiance totale, acquise grâce à leurs 10 victoires de 2018 qui témoignent de leur potentiel. Un potentiel qu'ils combinent avec une solidité et une solidarité qui leur permet de résister en terrain hostile. C'était le cas lors des deuxième et troisième tours éliminatoires de cette CAN U20 pour décrocher une qualification à la phase finale. Les Lionceaux ont tenu tête à l'Égypte avant de faire preuve de sang-froid pour éliminer les Égyptiens au Caire. Ensuite, ils ont obtenu un nul crucial à Brazzaville contre le Congo avant de les surclasser à Dakar 4-1. Au tournoi UFOA B en décembre, les Lionceaux ont survolé la compétition avec 5 victoires en autant de sorties. C'est dans cette dynamique donc que l'équipe nationale U20 va à la conquête de la CAN de sa catégorie. C'est justement sur la base de ce qu'ils ont accompli en 2018 que le journaliste sportif Jean-Pierre Sambou évalue leur chance à la CAN U20. Plus de détails avec Pape Malik Diaw. L'équipe nationale du Sénégal U20 se prépare à entamer sa 6e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, à une semaine du coup d'envoi de la compétition, Jean-Pierre Sambou, journaliste à Stade, nous livre ses impressions. Je pense que le Sénégal, qui est double finaliste de la compétition, est attendu comme l'un des favoris. Et avec cette casquette qui lui est collée, le Sénégal doit vraiment tout faire un peu pour atteindre encore ce dernier carré. Et je pense que pour cette compétition, le Sénégal a bel et bien ses chances. C'est vrai que depuis, le Sénégal a changé de sélectionneur, c'est Dabo qui est aux commandes et depuis qu'il est là quand même il a un bilan qui est très satisfaisant parce qu'il n'a connu qu'une seule défaite en match officiel. Je pense que c'est un très bon challenge pour l'équipe et je pense que Dabo et ses poulains savent bien ce qui les attend, qu'ils viennent, ils sont à 8 victoires d'affilée parce ils ont remporté le tournoi UFOA de la zone B à laquelle ils étaient invités. Je pense que quand même le Sénégal a de fortes chances quand même pour bien briller dans cette CAN. Finaliste lors des 2 dernières éditions, à savoir en 2015 où elle s'était inclinée en finale à domicile contre le Nigeria et en 2017 avec une nouvelle désillusion, cette fois contre le pays hôte, la Zambie. Les Lions en partance pour le Niger ont l'état de forme parfait pour cette CAN. L'état de forme de l'équipe nationale U20 actuellement, elle est très bonne. Comme vous le dites, bon, elle a gagné l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas trop se fier à ça, surtout qu'on ne connaît pas cette équipe d'Arabie Saoudite. C'était aussi tout simplement un match amical. Ce qui quand même d'une fierté quelque part, c'est le tournoi UFOA de la zone B à laquelle le Sénégal a participé et que le Sénégal a survolé cette compétition en gagnant tous ses matchs et en remportant le trophée. Je pense que ça seulement peut nous permettre quand même de rêver, d'espérer à ce que le Sénégal quand même franchisse tout ce palier à la CAN et que pourquoi pas qu'il nous ramène ici la Coupe. Habitué de la Coupe d'Afrique des Nations avec une 3e participation d'affilée, le peuple sénégalais espère que cette 21e édition sera la bonne pour les Lionceaux, histoire de montrer la voie au U17 et à la sélection A. L'équipe nationale A, justement, Aliou Cissé reconduit avec des objectifs précis. Effectivement, Khalifa, le sélectionneur des Lions devra atteindre la finale de la CAN 2019 s'il veut continuer l'aventure dans la tanière. Selon nos confrères du quotidien Stade, la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports ont décidé d'harmoniser leur position pour ne pas commettre les mêmes erreurs que celles notées lors des limogeages d'Alain Giresse et d'Amara Traoré. Limogeage, car Khalifa, c'est ce qu'Aliou Cissé risque s'il ne gagne pas la CAN. Pour sauver son poste, il devra impérativement atteindre la finale de la compétition qui aura lieu en Égypte du 15 juin au 13 juillet 2019. 12e journée du championnat national de Ligue 1, le derby rufisquois à l'affiche. Effectivement, une rencontre au sommet qui va au-delà des équipes de Rufisque opposer le leader du championnat national au 3e, Génération Foot. 2 points séparent ces deux équipes qui offrent depuis le début du championnat un football de qualité. Un match prometteur donc qui va se tenir au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Les détails de ce derby dans cet élément de Sékou Seydi. Teungueth Football Club Génération Foot, c'est l'affiche la plus attendue de cette 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Un derby rufisquois qui annonce la couleur. 3e au classement à 2 points de son adversaire de ce dimanche, Teungueth FC. Un match intéressant pour Demba Mbaye et son groupe. Moi, je pense que c'est un match très intéressant à jouer pour nous parce que Teungueth est une très bonne équipe. C'est une équipe qui produit aussi un bon football. Donc, c'est un match qui sera difficile. Ça, on en est conscient. Mais dans notre projet à nous, c'est important que nos gosses puissent disputer ce genre de match
Et puis on va essayer de faire de notre mieux et surtout de produire un bon foot. Le Teungueth FC a vu le ciel lui tomber sur la tête lors de la 10e journée face au Casa Sport, une défaite de 3-0. Le TFC ne compte pas commettre la même erreur si l'on se fie aux propos du coach Souleymane Diallo. Sauf qu'on va aborder ce match-là dans un contexte peut-être où le climat n'est pas trop favorable, étant donné qu'on vient d'une défaite. Mais je pense que ça là, il faut s'inscrire ça dans la logique du championnat. Maintenant, il faut se concentrer, oublier le match contre Casa Sport, se concentrer aujourd'hui sur l'adversaire immédiat qui se trouve être Génération Foot. Ce derby rufisquois, pas un match décisif pour les Grenats, assure Demba Mbaye. Leader de la 12e journée, ça sert à rien. C'est à la fin qu'il faut être leader. Donc aujourd'hui, c'est un match important, mais c'est pas un match décisif. C'est pas un match qui définira en dessous des deux équipes à la fin de saison. Une victoire à domicile pour redonner confiance aux supporters du Teungueth FC. On prend en considération toutes les éventualités. Maintenant, ce qui est constant, nous on est là, on va jouer le maximum possible, essayer de prendre le maximum de points possible après chaque journée, et aussi essayer de gagner ce match-là effectivement pour dédier ça aux supporters qui sont toujours collés au groupe. Le derby rufisquois va opposer le Teungueth FC à Génération Foot demain au stade de Ngalandou Diouf de Rufisque pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce sera demain donc Khalifa Diakhaté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite du Midi Gang avec vous. Merci beaucoup, Inch'Allah, Sedina Abagé. Dans un instant, la suite. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Reportage, location de véhicules, les chiffres d'affaires explosent dans quelques jours. Prévision plus que probable avec notamment le démarrage imminent de la campagne électorale. Le tour de quelques parkings illustre cette prévision. Reportage signé Mariam Adamaba. La location de voitures, un bon marché en cette période de campagne préélectorale. Mais pour le moment, il n'y a pas une forte demande. Mamadou Lo, gérant de parking. Oui, c'est une période souvent où nous accueillons, nous voyons des policiers nous venir nous faire chercher des voitures à louer. Mais actuellement, ce n'est pas encore une grande rush. Donc, on attend donc. Mais de manière générale, souvent, ça se voit qu'ils viennent souvent pour chercher des voitures. Le prix de la location varie en fonction de la voiture. Les politiciens portent un choix sur les voitures qui peuvent tenir une longue distance. Souvent, ce sont des voitures 4x4, des gros cylindres, genre 4x4 roues motrices, des voitures qui sont adéquates, capables de faire de longs voyages, donc de tenir sur une longue durée, une période de 15 jours, 20 jours, sans pour autant être tombé en panne. Ce sont ces voitures-là qu'ils cherchent souvent. Le prix augmente selon les périodes. Actuellement, c'est la période pré-campagne, donc il y a une légère hausse par rapport à ce qui se faisait avant. Maintenant, le prix, ça dépend aussi de la qualité de la voiture, ça dépend aussi de l'année, du confort même de la voiture. Donc c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais ça peut varier entre de 20 000 voire à 150 000, ça dépend de la marque aussi. Durant la campagne électorale, la location de voitures est une priorité pour les politiciens pour parcourir le pays dans de meilleures conditions. Une situation qui fait l'affaire des gérants de parking. 25 janvier 2009, 25 janvier 2019, 10 ans, voilà, 10 ans que Mamadou Dia n'est plus de ce monde. L'homme qui a marqué l'histoire du Sénégal, le pays pour lequel il s'est toujours battu toute sa vie. À l'occasion de la 10e commémoration de sa disparition, e-radio vous dresse son portrait avec Mohamedou Kandji. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. Figure emblématique de la vie politique sénégalaise, compagnon puis rival de Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia fut premier ministre du Sénégal de 1959 à 1962. Homme de conviction et patriote au vrai sens du terme, le natif de Khombol, localité située sur la ligne de chemin de fer, a souvent été laissé dans l'ombre de Senghor. Pourtant, il a joué un rôle capital dans la construction du Sénégal moderne. Né le 18 juillet 1910 dans une famille musulmane, Mamadou Moustapha Dia était un homme éloquent avec un français soutenu, signe d'un cursus scolaire sans faute. Il a fait ses premiers pas à l'école William Ponty, puis travaillé comme instituteur et journaliste avant de se lancer en politique en début des années 1940. Révolutionnaire dans l'âme, Mamadou Dia est l'un des principaux acteurs du dénouement de la crise de
la Fédération du Mali qui conduira à la proclamation de l'indépendance du Sénégal. L'indépendance proclamée, il est investi président du Conseil de gouvernement et à ce titre, Dia met en place le premier plan de développement du Sénégal, s'efforce de bâtir une administration modernisée ou de faire avancer un islam éclairé. Sa politique lui vaut des inimitiés qui vont précipiter sa chute. À la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel. Régner, n'est-ce pas, de façon personnelle ce machin sur le Sénégal. Le 18 décembre 1962, Mamadou Dia et ses compagnons sont arrêtés par un détachement de paracommando. De longues années d'amitié avec le président Senghor qui l'accusait d'avoir voulu l'évincer tombent à l'eau. Ils sont traduits devant la haute cour de justice du Sénégal et leur procès se déroule du 9 au 13 mai 1963. Alors que le procureur général ne requiert aucune peine, il est condamné à la prison à perpétuité tandis que ses 4 compagnons sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ils seront emprisonnés au centre spécial de détention de Kédougou. Mamadou Dia sera libéré 12 ans plus tard en 1974. Pour rancunier, Dia a manifesté une profonde tristesse lors de la mort de Senghor et a dénoncé avec virulence le libéralisme économique pratiqué par son ancien avocat, le président Wade. Sans jamais retrouver l'importance politique qu'il avait lors de l'indépendance, il a continué à jouer le rôle d'intellectuel et de figure mondiale jusqu'à son rappel à Dieu, le 25 janvier 2009. Mamadou Kandi, 12h31. La chronique du vendredi avec Mamoudou Ibrakan qui traverse aujourd'hui le pont Sénégambie, arrivé le front de la lutte contre la pauvreté. La discontinuité territoriale par la voie terrestre entre la région sud de la Casamance et le reste du Sénégal était si légendaire qu'elle en était devenue une fatalité. 50 ans de cauchemar. Le rêve se réalise enfin. Le pont de la Sénégambie ou Sénégambia Bridge n'est plus un serpent de mer, une chimère encore moins, non plus une arlésienne. Il est une réalité. On peut le voir, le sentir, le toucher. On peut l'emprunter. Normal qu'une telle réalisation, projet cinquantenaire, projet de 3 régimes et de 4 présidents, Senghor, Diouf, Wade et Sall, soit l'objet d'une intense querelle de paternité. Cela veut dire que l'enfant est non seulement désiré, mais il est béni. Appelons-le, comme il est de tradition, Ken Bougoul pour exorciser le mauvais sort. Un pont, un bon point pour le président Macky Sall du Sénégal. Good job pour Adama Barrow de la Gambie. Ce pont sénégambien ou pont de Farafenni est un lien et un lion. Il sera à la fois un creuset d'échange et un lieu de brassage des peuples. La Sénégambie n'a jamais eu autant de chances de se réaliser. Hier, la Confédération, demain, la Fédération. Rien ne nous interdit de rêver quand on réussit à construire le pont impossible. Toutes les grandes œuvres habitent d'abord les lieux du rêve, pour reprendre l'inspiration du président Sall. Que la Banque africaine de développement et non la Banque mondiale ou quelque autre fonds étranger ait financé l'infrastructure qui surplombe désormais le fleuve Gambie est une raison supplémentaire d'y croire et d'oser encore plus. Preuve que l'Afrique peut financer l'Afrique dans bien des domaines. Un contrat de partage des ressources gazières au nord avec la Mauritanie, un pont sur le fleuve Gambie, le Sénégal cultive ainsi la communauté de biens avec ses voisins. Plus d'intégration sous-régionale et continentale, moins d'échappées solitaires. L'ère des destinées singulières et révolues avait prédit à l'aube des indépendances l'écrivain Cheikh Hamidou Kane dans son best-seller L'aventure ambiguë. C'est la voie indiquée pour un continent balkanisé. L'histoire doit être à rebours.
Le bon voisinage et plus généralement l'intégration, voilà un bon sujet de campagne entre le président sortant Macky Sall et ses 4 challengers de l'élection présidentielle du 24 février. La lutte contre la pauvreté n'est sûrement pas un thème de moindre importance. Le rapport récent de l'ONG Oxfam interpelle. Les 26 plus riches de la planète détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes. Pour tropicaliser ce genre d'études, il serait intéressant de savoir au Sénégal le ratio entre les plus riches et les plus pauvres. Une bonne matière pour nos statisticiens. En attendant d'être édifiés, les 5 candidats qui se battent pour le fauteuil présidentiel doivent dire comment et avec quels moyens ils comptent combattre la pauvreté. Des données livrées en avril 2017 par le Consortium pour la recherche économique et sociale faisaient état de 46,7% de pauvres sur l'ensemble de la population sénégalaise, avec une incidence jugée très élevée en zone rurale, soit 57,3%. Selon la dernière statistique connue il y a moins de 3 ans, 6,8 millions de Sénégalais pataugeaient encore dans la pauvreté. La campagne électorale qui s'ouvre le 3 février est une bonne occasion de mesurer l'impact des fameux DSRP, documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Au moment où il s'apprête à remettre son fauteuil en jeu, le président sortant doit également être challengé sur son programme de bourse de sécurité familiale, quoiqu'ayant déclaré 2018 année sociale. Enrichissez-vous. On aimerait bien l'entendre de la bouche de ceux qui veulent nous gouverner pour les 5 prochaines années. Nous parlons de la richesse qui s'acquiert par le travail et la prise de risque, pour ne pas dire l'entrepreneuriat. Rappel utile en cette période électorale dans un pays où la politique reste encore largement considérée comme un moyen d'enrichissement personnel. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Du matériel de bureau cassé et surtout de l'argent emporté. Les Échos détaillent ce matin les dégâts au lendemain, ou pour être plus exact, au surlendemain du saccage des locaux de PASTEF. Selon les confrères, les visiteurs ont frappé la formation de Ousmane Sonko au portefeuille. Et quel portefeuille, puisque ce sont les cotisations des membres et sympathisants qui ont été touchés. Mais si PASTEF avait orchestré une mise en scène pour faire oublier le casse-tête des révélations, c'est la conviction en tous les cas affichée par Abdoulaye Diouf Sarr à la page 4 de Libération. Le maire de Yoff invoque des enfantillages visant à noyer la sortie de Mamour Diallo. Au lieu de répondre depuis qu'il est accablé par des documents authentiques et maintenant par le directeur national des domaines, il cherche à allumer un contre-feu. Personne ne croit son histoire, pointe le cadre en chef des Républicains. Source A également, peu convaincu, s'attarde sur 9 bonnes raisons de ne pas croire l'ex-inspecteur des impôts et domaines. Pour le journal, Ousmane Sonko est un habitué des intox autour du non-paiement de l'impôt par les députés, intox autour de l'interdiction de son livre, intox autour du parc automobile du président de l'Assemblée nationale, surévaluation du coût du train express régional, intox concernant également l'existence d'une prime d'installation de 10 millions de francs CFA accordée aux députés. Sonko rebelle comme le décrivent certains, mais est-ce au même niveau que Mamadou Dia, 10 ans depuis que l'ancien président du Conseil nous a quittés? Sud Quotidien rend hommage à cette icône de notre histoire politique qui savait dire non aux grandes puissances de ce monde et aux marchands d'illusions. Très peu de Sénégalais de nos jours connaissent son parcours, regrette Fadel Dia. Est-ce parce qu'on ne s'inspire pas assez de son esprit de dépassement? Dia pardonnant à Senghor après plusieurs années de prison loin Dakar. Est-ce donc parce que les acteurs politiques ne s'inspirent pas assez de lui que la violence monte en flèche à quelques semaines de la présidentielle? Opposition, pouvoir, tous coupables, tous
tous à la barre pour prendre la une de Sud Quotidien. À lire le journal, c'est comme si l'histoire se répétait avec une tension au rendez-vous, comme c'était le cas en 88, 93, 2000, 2007, 2012. Les grenades lacrymogènes, Source A s'arrête sur une catégorie interdite dans beaucoup de pays et pourtant la préférée des forces de l'ordre. Du fait de son pouvoir psychologiquement agressif, la GL1 F4 est la plus utilisée actuellement, explique Source A à la page 5 du journal des confidences d'un officier sur le caractère dangereux de ces petites bombes. À chaque fois que la violence inquiète, l'appel des religieux se fait entendre. Dans Enquête, celui du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, fait part de son souhait de voir les acteurs revenir à de meilleurs sentiments. Ça passerait, selon lui, par une journée de prière et de lecture du Saint-Coran ce lundi prochain. Lundi prochain, ce sera avant la réponse de la CEDEAO attendue sur le recours en référé de Khalifa Aboubacar Sall. La juridiction communautaire va se prononcer le 7 février en pleine campagne électorale. Donc, informe les Échos pendant que Libération revient sur l'inauguration de la mosquée Thierno Souleymane Baal de Guédiawaye. Il y avait un plan de sabotage, mais heureusement déjoué à temps par la DIC, la division des investigations criminelles. En attendant de connaître la réelle motivation des mises en cause des membres du PDS, selon Libé, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire et même requis le mandat de dépôt contre les 3 individus. En sport, son sort préoccupe fans et dirigeants du Paris Saint-Germain. Neymar, blessé, fait trembler le club de la capitale française et le Brésil. L'inquiétude est-elle comprise pour un prompt rétablissement? Titre Stade, cette fin de semaine. GD16 vous a offert la revue de presse. Le rappel des titres de cette édition avec le risque de confrontation entre forces de l'ordre et jeunesse de l'opposition. La marche des jeunes militants n'est pas autorisée, quand bien même elle est maintenue. L'itinéraire est la pomme de discorde. Le préfet de Dakar, sur cette antenne, à l'entame de cette édition, a confirmé l'interdiction à cet instant. Il rencontre la presse. Il vous a parlé donc en exclusivité dans ce Midi King. Disparition récurrente des pêcheurs en mer. Le ministre de tutelle sur la sellette, le ministre Omar Gueye, qui refuserait de suivre les recommandations des techniciens pour mettre fin à la série de drames. Le shutdown aux États-Unis, les Sénégalais employés de l'administration américaine au niveau local, quelque peu épargnés à Dakar. Des dispositions ont été prises pour les mettre à l'abri des éclaboussures de cette crise. Une décennie que Mamadou Dia nous a quittés, le président du Conseil d'alors, continue à marquer les esprits. Nous avons dépoussiéré avec Mohamedou Kandji son parcours dans ce journal. RDC, Joseph Kabila devant la justice pour ses nombreux crimes. C'est le souhait des organisations congolaises de défense des droits de l'homme. La chronique de Mamoudou Rekan qui a traversé le pont Sénégambie puis nous a mené sur le front du combat contre la pauvreté au Sénégal. Au micro, Khalifa Diakhaté, journal mis en onde par Saliou Dem, réalisation Mohamedou Kandji. 13h, retrouvé Khibari avec Aminata Ndong. Et puis dans quelques poignées de secondes, 2:19 de Migui Maram Ndiaye, journal de la Ziara annuelle juste après Ziara omarienne avec Mohamedou Kandji. Bon appétit, Salimto, excellent après-midi. Lam ya gumor daya